Mesdames, Messieurs, chers amis, je viens du département voisin, mais je suis née tout près de Châtellerault, puisque je suis née à Pleumartin. Donc, mais j'en suis partie depuis longtemps, quand même. Donc je ne me targuerai pas d'avoir une bonne connaissance de Châtellerault aujourd'hui, même si j'ai suivi assez souvent la situation de la Vienne, même si je regardais de très près un certain nombre de réflexions sur tout ce qui concerne le ferroviaire, qui a été y compris débattu au sein du Conseil régional, particulièrement dans le domaine du fret. Je suis aussi attentif à la nouvelle ligne TGV, bien évidemment, parce que vous avez dit votre volonté d'avoir des arrêts à Châtellerault, mais j'ai aussi envie de garder les arrêts à Saint-Pierre-des-Corps. Donc vous voyez, on peut avoir des intérêts communs dans un certain nombre de cas, puisque si vous avez quelques arrêts à Châtellerault, ça me fera peut-être un petit peu moins de monde venant déposer sa voiture à Saint-Pierre-des-Corps pour pouvoir continuer ensuite sur Paris. Non mais, vous voyez, on peut avoir comme ça quelques intérêts communs. Mais avant de venir sur des sujets qui seront peut-être moins châtelleraudais, parce que je n'ai pas cette connaissance fine que les uns et les autres vous pouvez avoir, je voudrais quand même, lors de cette initiative, saluer quand même à nouveau l'action des salariés des fonderies du Poitou. Parce que je pense que dans une démarche qui est la vôtre, de mettre l'emploi au cœur même de votre programme, nécessite quand même de leur rendre hommage, non pas un hommage comme on rend hommage à des gens qui ont fini leur vie, mais au contraire hommage parce qu'ils se sont battus pour leur activité et que c'est grâce à l'action de leur syndicat en 2011 qu'ils ont pu obtenir, et je pense que c'est important, que le ministre, le 27 octobre 2011, nous répondait à l'occasion d'une question d'actualité au Sénat que j'avais posée en présence de l'intersyndicale, qu'enfin, eh bien, le PDG de Renault a accepté d'assurer l'approvisionnement du carnet de commandes, ce qui était quand même leur bagarre de fond. Et je pense que là, vous avez, je crois, l'occasion de redire combien ce combat a été important pour votre bassin d'emploi, parce que c'est le bassin du Châtelleraudais quand même. Je pense que c'est important. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la fonderie Fonte qui est à nouveau en difficulté. Je viens de proposer au ministre du redressement productif, M. Montebourg, que la recapitalisation de l'entreprise soit faite par Renault. Pourquoi? Parce que c'est le principal donneur d'ordre, 65% de la production, et que l'État qui est présent au capital de Renault peut peser sur ce choix. Et c'est important pour l'avenir de votre territoire. Vous avez donc inscrit cette question de l'emploi dans le bassin de vie de Châtellerault comme une priorité. Je crois que là, vous avez la chance d'avoir des salariés mobilisés dans le même sens que vous, et je crois que c'est un véritable atout. Mais je voudrais dire que je partage ce que vient de dire Michel Guérin tout à l'heure. Mon expérience de maire, alors, vous m'excuserez, depuis 83. Personne n'est parfait. Bien, ce n'est pas en effet le maire qui crée l'emploi dans l'entreprise privée, mais c'est quand même le maire et son équipe qui créent les conditions que les entreprises viennent s'installer sur son territoire. Et ça, je pense que c'est l'élément important et décisif dans le travail que vous avez décidé d'engager. Votre deuxième thème de campagne concerne les services publics. Tout le monde a reconnu leur importance lors de la crise financière de 2008. Nombreuses ont été les déclarations affirmant que la France avait mieux fait face grâce à ses services publics et à notre protection sociale qui ont joué le rôle d'amortisseur. Et la commune est par excellence le lieu de proximité où se sont construits bien souvent nos services publics aux côtés des grands services publics nationaux. Mais il ne faut pas se cacher les difficultés pour mettre en œuvre vos ambitions dans la situation actuelle. Aujourd'hui, une pression forte s'exprime contre la dépense publique et contre les services publics. Il nous faut réhabiliter la dépense publique. Il nous faut réhabiliter les services publics.
Regardons de plus près ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal. Les politiques d'austérité avec l'assèchement des dépenses publiques, la destruction des services publics, n'a aucunement redressé la situation. Bien au contraire, le FMI lui-même, qui pourtant fait partie de ces organismes qui, aux côtés de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne, prône cette réduction, reconnaît, tout comme le département des affaires économiques de l'ONU, que les mesures d'austérité prises par ces pays non seulement menacent les emplois dans le secteur public, mais aussi rendent la reprise plus incertaine et plus fragile. Aujourd'hui, nous avons le contre-coup de ces choix. Regardez dans le bâtiment et les travaux publics et l'agriculture, par exemple, comment les salariés se retrouvent face à des travailleurs détachés, comme on les appelle, qui viennent travailler en France, parce que dans leur pays, ils n'ont plus une quantité de travail suffisante. Leur entreprise est bien souvent sous-traitante d'une entreprise française, mais le salarié est payé par sa société au tarif de son pays. Exemple pour le Portugal, 4 € de l'heure. Et s'il est une urgence politique pour nous permettre que sur le terrain on puisse continuer à mener des politiques publiques de qualité, eh bien c'est bien la construction d'une harmonisation fiscale et sociale à l'échelon européen. Non content de ne pas tenir compte de l'ineptie de ces choix, une campagne éhontée est menée sur le coût du travail. Il est curieux de constater que ceux qui entendent cette chanson ne parlent jamais du coût du capital. Pourtant, la répartition de la valeur ajoutée créée dans les entreprises grâce au travail des salariés, et je crois que les salariés des fonderies en ont fait la démonstration, est loin de servir prioritairement ces mêmes salariés. Vous savez, votre pouvoir d'achat n'a pas suivi la même progression ces dernières années, et je crois que malheureusement Châtellerault le vit en contre-coup pour sa population. Par contre, dans la même période, les revenus des actionnaires ont fortement progressé. Je vous donne quelques petits chiffres, parce que je pense que c'est important. Aujourd'hui, on a besoin aussi, Michel Guérin parlait tout à l'heure de rêver. Pour rêver, il faut sentir que d'autres choses sont possibles. Et si on ne peut pas le mesurer, que c'est possible, eh bien on aura des difficultés, on sera face à des butoirs et on ne pourra pas avancer. Quelqu'un qui est très intéressant, je trouve, à lire régulièrement, M. Chavagneux, qui écrit beaucoup dans Alternative économique, rappelait quelques chiffres. À la fin des années 80, toutes les entreprises, je précise non financières, distribuaient 30% de leurs bénéfices en dividendes. Écoutez bien, en 2012, c'était 85%. Ainsi, elles ne privilégient ni l'investissement pour préparer l'avenir et renforcer leur compétitivité, ni l'emploi. Et c'est bien là où on est au cœur du problème aujourd'hui si on veut redresser la situation sur nos territoires. On a besoin de connaître ces réalités si on veut être efficace demain dans nos mandats d'élus et dans vos mandats. Excusez-moi de vous dire des choses qui sont peut-être un peu difficiles, mais je pense que en tant qu'élu à la fois national mais aussi local, cette confrontation, on l'a en permanence dans notre travail au quotidien, et je pense que c'est important de ne pas se tromper de cible à un moment quand on fait les choix. L'argent, ce n'est donc pas ce qui manque dans notre pays. Je crois que 300 milliards d'euros aujourd'hui en dividendes versés, plus de 30% de notre richesse nationale, ce n'est pas n'importe quoi. On pourrait faire vraiment beaucoup de choses et de belles choses. Et quand j'entendais tout à l'heure parler d'innovation, parler de dynamique autour d'une démarche de formation professionnelle, eh bien, on a là en effet peut-être des pistes qu'il faut un peu plus investiguer. Je pense donc qu'il nous faut travailler en effet à d'autres orientations pour faire que ces gens qui veulent toujours garder plus de privilèges, eh bien, acceptent de reconnaître que leurs privilèges peuvent être rognés pour tout simplement qu'ils redonnent un petit peu, comme le prévoit la Constitution, eh bien, un peu plus de leurs moyens pour participer en fonction de leurs capacités à construire ces politiques publiques pour lesquelles vous avez décidé de vous mobiliser. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, on a besoin en effet de tirer les leçons de ce qui ne fonctionne pas chez nos voisins, et quand on demande à nos collectivités de prendre leurs responsabilités,
dans la réduction du déficit public, il nous faut regarder les choses de plus près. Alors là, je vais être un peu technique, mais quand même, je trouve que c'est important aussi de rappeler des choses. Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un audit du budget de la collectivité, je pense que c'est important. En effet, on a besoin de faire le point, où on en est. Aujourd'hui, les budgets des collectivités locales, contrairement à ce qui est pensé chez plein de gens, je viens d'en faire le constat dans la campagne électorale une nouvelle fois, les budgets des collectivités sont votés en équilibre. Nous n'avons pas le droit d'être en déséquilibre. C'est une obligation de la loi. Nous ne sommes donc pas en déficit quand nous votons nos budgets. Quand les collectivités empruntent, elles n'empruntent pas pour faire du fonctionnement. Elles empruntent pour réaliser des équipements, des écoles, des infrastructures, qu'elles soient routières ou autres. Elles mettent à disposition des services publics des équipements qui vont permettre de faire face aux besoins de la population. Et vous avez cité tout à l'heure un certain nombre d'exemples qui montrent que vous allez avoir besoin de ressources pour pouvoir y faire face. Ce sont donc des atouts pour la vie économique, pour les entreprises, en particulier celles du bâtiment et des travaux publics. Je rappellerai que les collectivités locales réalisent plus de 71% des investissements publics. C'est énorme, c'est donc indispensable pour le pays. Les artisans, les petites entreprises bénéficient de ce dynamisme local, mais en retour, elles créent aussi du dynamisme sur notre territoire, elles créent des conditions du développement de l'emploi, et elles sont donc des atouts pour la vie de nos territoires ruraux et urbains. C'est donc ce travail commun que nous arrivons à mener collectivité avec les entreprises installées sur nos territoires qui leur donne cette capacité de s'ancrer, de donner une dynamisme au terrain sur lequel on est. C'est pourquoi je voudrais quand même vous dire toute mon inquiétude, et l'inquiétude de mes camarades aussi, bien sûr, sur la réduction des dotations de l'État, qui pour le moment sont à 4,5 milliards sur 2014 et 2015, qui me semble rendre plus difficile l'exercice dans lequel vous allez rentrer. Je le dis très tranquillement, mais je vais vous dire après ce que je pense, comment on peut peut-être faire que tous ensemble on puisse poursuivre dans de meilleures conditions. Et malheureusement, les nouvelles annonces faites par Madame Lebranchu de poursuivre avec une ampleur accentuée jusqu'en 2017 ces réductions me soucient. Et je ne suis pas toute seule, puisqu'un autre de nos voisins, André Léniel, du comité des finances locales, rappelait l'autre jour que si on continuait de cette façon-là, nous allions risquer un véritable divorce entre l'État et les collectivités territoriales. Je le dis parce que je le pense fortement et je le constate régulièrement. C'est un choix qui est totalement contre-productif. C'est un choix qui va à l'encontre de la capacité qu'ont nos collectivités de créer des richesses sur nos territoires et des richesses qui bénéficient à nos populations, mais pas seulement, qui sont aussi des richesses qui bénéficient au budget de l'État. Or, la façon dont on s'y prend aujourd'hui risque d'assécher une partie de ces richesses. Puisque je travaille depuis des années sur les questions des finances locales, vous le sentez, hein, j'ai un peu d'attachement à ce sujet. Il y a une étude qui a été faite en 2006 par la Direction générale des collectivités locales qui avait montré que grâce à la fois au budget des collectivités dans leur fonctionnement et à leur investissement, ces collectivités avaient permis en 2006 de conserver et de développer 850 000 emplois dans le seul secteur privé. Ça montre toute l'importance des choix que vous faites, des choix que vous allez faire. Vous voyez, ça y est, je vous ai déjà mis les livres. Hein, donc c'est quand même pas mal. Mais je crois que c'est un élément vraiment important. Et ça me soucie d'autant plus que parallèlement, bon, on a tous les transferts de compétences. C'est vrai que mettre en place la réforme des rythmes scolaires, si on veut que ce soit la qualité éducative dont vous parlez, parce que j'ai regardé rapidement quand même les choses qui sont là, puisqu'on est aussi, nous, en plein dans ce travail, ça nécessite des moyens. On sait aussi que malheureusement l'augmentation de la TVA va aussi
tout en touchant les foyers modestes, nous concernait nous aussi dans nos budgets de fonctionnement. Donc tout cela me fait dire qu'il va falloir qu'on agisse aussi tous ensemble. Vous avez décidé de vous rassembler pour agir, pour être efficace pour Châtellerault, mais il va falloir aussi obtenir les moyens de pouvoir le faire. Alors, on nous dit que, bien sûr, l'augmentation de la TVA devrait permettre de donner plus d'efficacité et de compétitivité aux entreprises, parce qu'on va réduire, on va alléger les charges sociales à équivalence. Moi, je voudrais rappeler quand même que tous les allègements mis en place par Nicolas Sarkozy ne se sont jamais transformés en création d'emplois. Et je pense qu'en étouffant financièrement les communes, on atteint la qualité du vivre ensemble, on remet en cause les solidarités, et cela touche des populations auxquelles vous avez décidé d'apporter réponse pourtant. Donc il faut vraiment qu'on agisse pour trouver des solutions pour y remédier, pour faire autrement. Avec le groupe communiste au Sénat, on a proposé, bien que ces sociétés qui n'ont comme seul objet que d'augmenter leurs profits financiers et de faire des placements financiers qui leur rapportent, c'est ce qu'on appelle les actifs financiers, eh bien que si on les taxait tout simplement tout petit, on n'est pas pour prendre tout, 0,3%, 18 milliards, c'est quand même pas mal. Faisons avec ces 18 milliards un fonds de péréquation nationale qui permettra véritablement d'alimenter un retour vers l'ensemble des collectivités, qu'elles soient communes, intercommunalité ensemble, bien évidemment, mais qu'elles soient aussi départements ou régions, parce que les départements et les régions sont nos partenaires directs dont on a besoin pour véritablement faire fonctionner nos collectivités et donner les capacités à ces collectivités d'apporter les réponses aux besoins de nos habitants. Vous avez dit tout à l'heure, et j'ai trouvé très intéressant la façon dont vous avez préparé votre programme, vous l'avez fait avec l'écoute de la population. Je trouve que c'est la meilleure façon, en effet, de réussir, parce que si on ne fait pas avec eux, si on fait soi-disant pour eux, ça voudrait dire qu'on aurait prédéterminé ce que sont leurs capacités. Il me semble quand même beaucoup plus intéressant de le faire sous cette forme. Et donc, je crois que là, vous avez vraiment, dans ce domaine, besoin, comme nous tous, c'est bien que des moyens viennent accompagner votre situation particulière de Châtellerault, qui quand même est une situation dans laquelle la population modeste est importante. Donc le 23 mars, je crois que l'occasion est donnée aux Châtelleraudaises et Châtelleraudais. Je l'ai écrit volontairement. Ben oui, on sait que c'est difficile quand même de faire en sorte que la parité soit vraiment vivante dans toute la ville, donc c'est bien de le dire, nous aussi. Bien, vous avez l'occasion de pouvoir battre la droite et son représentant local, Jean-Pierre Ablin. Alors moi, ça me fait toujours bizarre d'entendre encore parler d'Ablin. Moi, ancienne poitevine, j'avoue que j'ai du mal, hein, des fois. Bon, je ne dirai pas plus. Rassembler, parce que je pense que c'est important. La gauche a toutes les capacités d'être majoritaire dans cette ville. Je le pense véritablement. Et vous pouvez remporter une belle victoire ce dimanche. Pour réussir, la gauche, bien évidemment, doit répondre aux aspirations de la grande majorité de la population qui attend de nous tous des changements concrets. Je pense qu'en réussissant un projet local novateur, humaniste, progressiste, la gauche châtelleraudaise, excusez-moi, j'ai failli faire un lapsus avec Châteaurenaud chez nous. Donc la gauche châtelleraudaise aura à cœur de montrer sa capacité à porter des mesures politiques, économiques et sociales basées sur un autre partage des richesses produites, assurant ainsi à chacune et à chacun une vie digne du XXIe siècle. Mais ce projet local, et là je m'adresse surtout à vous, ne pourra voir le jour, ne pourra être concrétisé que si vous tous, électeurs, vous vous mobilisez pour l'élection, mais si demain, après l'élection, vous continuez à porter ces exigences pour que vos élus puissent véritablement faire vivre le projet sur lequel vous les avez élus, car sans eux, sans vous, ils ne seront pas en capacité de pouvoir le mettre en œuvre. Donc dès ce 23 mars prochain, je dis bien 23, votez, mais surtout faites voter pour la liste des forces de gauche, dont je trouve que le titre est en effet
très dynamique, rassembler les énergies pour Châtellerault. Je pense qu'en effet, c'est bien cela qui m'a semblé être important de porter ce soir à vos côtés. Cette liste conduite par Michel Guérin, et comme vient de le dire mon prédécesseur, qui a su reconstruire ce que 2008 n'avait pas su faire. À la CGT depuis 1968,